Bonjour à tous. D'abord, un grand merci à toute l'équipe d'organisation pour m'avoir invité et pour me permettre de communiquer sur l'apnée. Je sais que ça a été une grosse organisation. J'étais un petit peu surpris parce que j'ai été contacté il y a presque un an, on va dire, maintenant. Donc, je ne savais pas où est-ce qu'on allait aller. Et puis, je découvre avec grand plaisir cette organisation impeccable. Donc un grand merci à tous pour cette invitation. Donc comme on vient de vous le dire, moi je suis enseignant-chercheur. Je ne suis pas un grand champion d'apnée, hein, mais j'ai fait 18 ans de compétition. Je forme toujours des apnéistes et puis j'étais capitaine pour l'équipe de France pendant quelques temps sur quelques championnats du monde. Donc j'ai combiné en fait ma passion de l'apnée avec mes recherches et l'une et l'autre se sont nourries. Donc, au cours de cette présentation, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment le corps humain s'adapte et un petit peu les sensations qu'on peut avoir au cours de l'apnée à travers différents processus physiologiques, mais aussi des explications un petit peu plus, on va dire, philosophiques ou physiques qu'on peut obtenir au cours d'une apnée. Alors, pour bien comprendre l'apnée, il y a plusieurs méthodes, et il y a une méthode qui est très très simple, c'est de pratiquer. Donc je vais vous inviter maintenant à faire une petite apnée. Alors, je regarde, ils sont un peu surpris, je ne les ai pas prévenus. Donc c'est très très simple, vous allez tous fermer les yeux. Alors ce ne sera pas très visuel pour YouTube, mais fermez les yeux, n'ayez pas peur, il ne va rien se passer. Commencez par respirer calmement. Tout le monde, hein, même dans l'orga. Voilà, c'est très bien. Calmez votre respiration, essayez de vous centrer sur cette respiration et essayez de vous concentrer sur la manière dont vous respirez. Mais ne cherchez pas à modifier cette manière de respirer. Et puis on va partir tous ensemble pour une petite apnée qui va durer 30 secondes. Si vous ne tenez pas, ce n'est pas grave. Gardez les yeux fermés à la fin de votre apnée. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Vous pouvez respirer. Vous avez le droit d'ouvrir les yeux, hein, bien sûr. Donc l'apnée, c'est un petit peu ça, même si tout le monde est capable de retenir sa respiration. Et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu un moment de pause. Vous avez vu qu'on s'est tous arrêtés de respirer. On est dans une société où il faut aller vite, il faut être compétitif, on est surstimulé en fait. Et le fait de s'arrêter, ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes. Et quand on se recentre sur nous-mêmes, finalement, on s'aperçoit qu'on a un corps et on va essayer de développer cette conscience du corps. La conscience du corps, on va l'aborder d'abord par la conscience sur le souffle. Vous avez vu, je vous ai dit, observez simplement la manière dont vous respirez sans chercher à la modifier. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a plein d'adaptations physiologiques qui passent par le souffle. Quand on respire, quand on inspire par exemple, vous avez peut-être remarqué que la fréquence cardiaque augmente et puis la fréquence cardiaque diminue quand on expire. Or nous en apnée, avant de partir en apnée, il faut qu'on ait conscience de cette respiration pour qu'on emmène un maximum d'air. Donc il faut qu'on travaille, paradoxalement, pour avoir la meilleure apnée possible, il faut qu'on travaille la manière dont on va respirer. Et on va prendre de plus en plus conscience de cette respiration en utilisant plein de techniques qui sont issues du yoga. Alors dans le yoga, il y a plein de parties. Il y a les postures qu'on appelle les asanas, et puis il y a toutes les techniques de contrôle du souffle qu'on appelle le pranayama, que vous connaissez peut-être. Et toutes ces techniques, elles sont issues de milliers d'années, donc elles permettent en fait, physiologiquement, elles entraînent des adaptations au niveau du cerveau, par exemple. Le cerveau va modifier ses ondes cérébrales et ça va correspondre à un état de, on va dire, semi-conscience. On va se rapprocher en fait d'un état proche de la méditation. On sait que maintenant, aujourd'hui,
la méditation, ça entraîne des modifications physiologiques dans le cerveau et donc après, il y a des conséquences sur le corps humain. Et c'est ça qu'on va rechercher. On va rechercher à utiliser tout un tas de techniques ventilatoires en calmant le rythme cardiaque, par exemple, par la ventilation. La ventilation, c'est très important parce que c'est la seule fonction, c'est ça qui est un petit peu magique dans le corps humain, la seule fonction qu'on peut arrêter volontairement. Vous avez tous arrêté votre ventilation. Et consciemment. Okay, aussi inconsciemment, mais surtout consciemment. On ne peut pas dire à son cœur, allez, vas-y, arrête-toi. Non, ça, ce n'est pas possible. Okay, par contre, vous avez tous réussi à stopper votre ventilation. La ventilation peut aussi se stopper inconsciemment quand on a peur, on est surpris, on retient sa ventilation, ou quand il y a un choc thermique, plutôt le froid, pas le chaud comme aujourd'hui. Hein, mais voilà, il y a d'autres stimulations qui sont possibles. Mais cette ventilation, elle est très importante parce qu'elle va conditionner l'apport d'oxygène. Et nous, c'est ça qu'on va essayer de développer en apnée pour pouvoir descendre. Donc, une fois qu'on a contrôlé notre souffle, on peut utiliser d'autres techniques particulières qui nous permettent d'emmener encore plus d'air. Alors, les apnéistes, ils utilisent une technique, ce n'est pas eux qui l'ont développée, c'est ce qu'on appelle la CARP. En physiologie, on appelle ça la respiration glossopharyngée. C'est un médecin en fait, qui a développé ça chez un patient qui était tétraplégique. Donc il ne pouvait pas bouger son diaphragme pour respirer, et il avait que le haut du corps. Okay, donc il a développé une technique qui lui permettait en fait de comprimer l'air dans les poumons et de mobiliser la partie haute au-dessus de la glotte. Okay, tous les muscles glossopharyngés, tous les muscles qui permettent de déglutir et qui permettent de séparer l'air de l'estomac en fait. Et cette technique, donc vous voyez un petit peu là, il consiste à bouger, elle s'utilise à la fin d'une inspiration. C'est-à-dire on fait une inspiration complète et après, on va gonfler ses poumons et comprimer l'air qu'il y a dans les poumons. Okay, donc ça nécessite un entraînement. Tout le monde ne fait pas ça. Okay, parce qu'on ne fait pas ça au début quand on découvre l'apnée, parce qu'il y a plein d'autres choses à résoudre. Mais à haut niveau, on fait ça parce que si j'ai plus d'air, vous comprenez que si j'ai un gros moteur avec un gros réservoir, je vais aller très très loin. Okay, donc, je vais avoir un temps d'apnée qui va augmenter. Alors, ce n'est pas une technique qu'on conseille aux débutants, parce qu'il y a quelques risques. Mais en apnée, on l'utilise. Donc, une fois qu'on a compris comment on respire, qu'on maîtrise les techniques ventilatoires, qu'on peut artificiellement augmenter un petit peu les volumes pulmonaires, et qu'on s'est entraîné, bien sûr, à le faire, on part en apnée. Et en apnée, il y a quelque chose de magique. Quand on se met en apnée, on va stimuler un réflexe qu'on a tous, qu'on appelle le diving réflexe. Ce réflexe, un réflexe, ça veut dire qu'on ne le contrôle pas. Il se met en route dès qu'on retient sa respiration. Là, vous avez fait une petite apnée de 30 secondes. Et 30 secondes, il va se mettre en route, mais vous n'allez pas ressentir totalement les effets. Peut-être que vous avez ressenti un petit peu, quand on se met en apnée, comme ça, au bout de 30 secondes, ou quand l'apnée se prolonge, le rythme cardiaque va diminuer. Okay, ça, c'est un mécanisme réflexe. On appelle ça une bradycardie. Et le sang va être redirigé vers les organes qui ont le plus besoin d'oxygène, comme le cœur et le cerveau, qui sont oxygénodépendants. C'est-à-dire, eux, ils ne peuvent pas supporter le manque d'oxygène. Okay, donc ça va nous accompagner pendant toute la descente et ça va nous permettre, en fait, de nous relâcher. Le rythme cardiaque descend. Donc, quand le rythme cardiaque descend, je me relâche en général, ça me relaxe. Et ça me permet, en fait, si mon cœur bat moins et que le sang est redirigé vers les zones les plus importantes, d'économiser mes stocks d'oxygène. Si je suis très économique et que si je suis très efficient, si j'ai une belle ondulation, je vous montrerai une apnée complète à la fin, parce que maintenant, elles sont filmées. Et si je suis très efficient, je vais aller très très loin. Peut-être. Alors, quand je descends comme ça en apnée, sur une apnée, au début, on est très très bien. Je ne sais pas comment vous vous êtes senti, là, globalement, sur une apnée de 30 secondes, peut-être un peu stressé ou pas, du tout, ou complètement relâché. En fait, il y a deux phases sur une apnée. Il y a une phase où on est complètement relâché, on appelle ça la phase de relâchement, en quelque sorte. Et puis, au bout d'un moment, le cerveau ne comprend pas pourquoi on ne respire pas. Okay, pourquoi le diaphragme, quand vous respirez, là, il monte et il descend. Hein, quand il se contracte, il descend, et quand il se relâche, il remonte. Et pourquoi il ne bouge pas?
Et donc, il va envoyer un cerveau au diaphragme et il va lui dire « contracte-toi ». Vous avez vu, là, le ventre a bougé. Okay, et les contractions vont être de plus en plus fortes. Et là, on rentre dans une phase plutôt de lutte. Et chez certains apnéistes, la phase de lutte, elle apparaît très tard, au bout de 3-4 minutes. Et certains apnéistes sont capables de lutter longtemps contre cette stimulation. Au début, c'est très surprenant, donc on s'arrête tout de suite. Et puis après, on apprend, on comprend ce qui se passe, on comprend son corps, on comprend les mouvements. Et avec l'entraînement, les stimulations deviennent de moins en moins fortes. Et il y a des apnéistes de haut niveau qui tiennent comme ça pendant encore 3-4 minutes. Donc ça fait des apnées de 8, 9, 10. Le record du monde sans bouger, c'est 11 minutes 35. Okay, donc ça vous donne une idée jusqu'où l'être humain peut aller, pour le moment. Tout ça, c'est très variable. Ça va dépendre, bien sûr, de l'entraînement. Donc souvent, quand vous voyez des champions et vous disent, il y a un discours pour les journalistes, pour le grand public, c'est l'homme-poisson. Voilà, c'est l'homme-poisson. Limite, il y a des branchies derrière les oreilles et il ne respire pas. En fait, non. La grosse majorité de ces performances vient d'une adaptation qui est liée à l'entraînement. Okay, donc ça prend du temps. Souvent, derrière une performance que vous voyez, mais c'est le cas dans beaucoup de sports, hein, il y a peut-être 10-15 ans de travail derrière. Okay, donc, l'entraînement va jouer, l'âge aussi. Il y a peu d'études sur les tout-petits, mais le diving reflex, il serait hérité de notre évolution, bien qu'on est devenu des mammifères terrestres, mais avant on était dans l'eau, on est sorti de l'eau à un moment. Ça dépend aussi de la température. Alors aujourd'hui il fait chaud, mais quand il fait froid, ça va stimuler des récepteurs faciaux, et ces récepteurs faciaux, ils vont envoyer un message au cerveau, et du coup le cerveau va envoyer un message au cœur, et le rythme cardiaque va diminuer. Alors, il ne faut pas que ça soit trop froid, bien sûr, parce que si c'est trop froid, vous allez stimuler d'autres récepteurs qui sont des récepteurs plutôt de la douleur. Si vous mettez la tête dans une bassine avec de la glace, ça va faire mal, et au contraire, la fréquence cardiaque, là, elle va augmenter au lieu de diminuer. Donc il y a une notion de froid, et il va falloir aussi lutter contre le froid. Si je lutte contre le froid, ma fréquence cardiaque augmente. Donc c'est pas très très bien. Donc c'est pour ça que je mets une combinaison, en général. Même dans les eaux chaudes, les apnéistes, ils ont toujours une petite combinaison parce qu'on se refroidit. Quand on se relâche, on diminue le métabolisme, on produit moins de chaleur. Donc il va falloir une petite combinaison pour ne pas prendre froid. Ça dépend aussi de ce que vous faites. Si je fais un effort, ce ne sera pas la même chose entre l'effort et l'apnée statique sans bouger. Okay, ce qui va se passer, c'est que, vous avez compris, quand je fais une apnée, ma fréquence cardiaque diminue, le sang est redirigé vers le cœur et le cerveau, alors que quand je fais un effort hors de l'eau, généralement, c'est l'inverse. Quand je fais un effort, ma fréquence cardiaque, elle augmente, et le sang va être dirigé dans les endroits qui produisent l'effort, comme les cuisses, si je me mets à courir. Donc il y a un système de lutte, en fait, entre les deux, et les deux mécanismes vont s'opposer. Et l'objectif de l'apnéiste, par exemple ici en piscine, ça va être d'avancer, bien sûr, parce qu'en piscine, on cherche à aller le plus loin possible, par exemple, mais d'avancer sans que la stimulation soit trop forte. Okay, et puis de ressortir conscient à la fin. Vous verrez pourquoi. Peut-être. Il y a peu de différences finalement hommes-femmes. Il y a quelques petites différences physiologiques en termes d'adaptation à l'apnée. Mais maintenant, les femmes se rapprochent des records, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui font de l'apnée. Donc les femmes se rapprochent des records des hommes. Alors quand on descend comme ça, donc il y a le diving reflex qui va nous accompagner, et on va se mettre à chuter au bout d'un moment. C'est-à-dire au début, on flotte, donc il faut palmer. Et puis au bout d'un moment, on ne flotte plus, on coule. Et à ce moment-là, au moment où on coule, il va falloir qu'on se concentre et qu'on oublie l'environnement en quelque sorte. On oublie entre guillemets, parce qu'on ne l'oublie pas totalement. On va se concentrer uniquement sur les oreilles. Pourquoi les oreilles ? Parce que la pression augmente quand je descends. Et donc il va falloir que j'équilibre mes oreilles. Vous avez peut-être déjà été sous l'eau ou dans l'eau, et si je descends profond, la pression augmente. Donc il faut équilibrer l'oreille moyenne avec l'extérieur. Et plus on descend, il faut le faire tout le temps en fait. Okay, donc ça, c'est très très difficile d'équilibrer de plus en plus profond.
chez l'apnéiste. Donc ça engendre des petites techniques. Alors, est-ce que je peux lancer la vidéo? Où, au bout d'un moment, on n'arrive plus à mobiliser l'air des poumons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre au niveau des joues, ici. On va gonfler les joues. On va bloquer la glotte. C'est à l'envers, hein, vous avez vu. Alors, des fois, ça sort par les yeux, par le canal lacrymal. C'est plutôt rare. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pression au niveau des joues. Donc, toute cette partie-là, la glotte est bloquée. Toute cette partie-là est sous pression. Et on va gérer l'air qui est ici avec plein de techniques différentes pour l'envoyer dans l'oreille et jusqu'au fond. On part avec un volume et on va l'emmener jusqu'au fond, à la profondeur qu'on avait ciblée. Vous voyez que l'idée, c'est d'être complètement relâché musculairement et de se laisser couler et de se concentrer uniquement sur ça. Okay, donc ça demande beaucoup de travail. La technique pour équilibrer, globalement à 80%, on s'entraîne hors de l'eau, parce que c'est facile, hors de l'eau, il y a plein d'exercices à faire. Et après, on la met en pratique dans l'eau et bon, on peut faire plein de stages. Voilà, ça, c'est un ami champion qui m'a passé ces vidéos de cours. Vous voyez, il y a plein de techniques. On peut avoir simplement un petit pincelet, soit un masque. Il faut équilibrer le masque, parce que le masque se plaque aussi. Etc. Donc ça vous montre un petit peu le relâchement. Alors, connaissez tous le Grand Bleu, j'imagine. On a entendu parler peut-être un jour. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est basé sur une histoire vraie, de l'affrontement entre deux champions, Jacques Mayol et Enzo Maiorca, à droite, c'est l'italien. Alors, vous voyez, dans le film, ce n'est pas Maiorca, c'est Molinari. Okay. Pourquoi? Parce que Enzo Maiorca, l'italien, il n'était pas du tout content du film. Le film a été interdit en Italie pendant plus d'1 an. Pourquoi? Parce que l'image d'Enzo Molinari, qui était donnée dans le film, est complètement à l'opposé de l'image d'Enzo Maiorca. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a longtemps, de rencontrer la famille. Et Enzo Maiorca, il n'était pas très, très grand. C'était quelqu'un qui, dans ces années 60, avait déjà des classes. Il intervenait dans les écoles pour faire de la formation, de la sensibilisation à l'environnement. Donc, c'était un précurseur, en fait. Il était hyper humble, en fait. Et donc, à des années-lumière de l'image qu'on a voulu donner. Et c'est pour ça qu'il a même refusé que son nom soit donné dans le film. Mais son vrai nom, c'est Enzo Maiorca. Et donc, il y a bien eu un affrontement. Et à cette époque-là, on descendait avec un poids, en fait, en profondeur. Il y a des compétitions en descendant avec un poids. On se laissait entraîner. Et à l'époque, il y avait un médecin, qui était un médecin français, d'ailleurs, qui avait dit à Enzo Maiorca, si tu vas au-delà de 50 mètres, tes poumons vont s'écraser et tu vas mourir. Et Enzo Maiorca, il a fait... hop, et il y allait. Okay, il a fait 50 mètres, 51. Et relativement tardivement, je crois à l'âge de 60 et quelques, il est descendu à 105 mètres. Okay, donc en fait, le médecin de l'époque ne connaissait pas un mécanisme qu'on appelle le blue shift. Le blue shift, ça veut dire quoi? Ça vient de l'anglais, ça veut dire transfert sanguin. Vous avez vu que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une partie du sang qui est redirigée vers le centre. Et en fait, quand on descend en profondeur, le sang va être encore plus redirigé autour des poumons et va venir protéger la cage thoracique. Ça va venir rigidifier la cage thoracique et éviter justement que les poumons s'écrasent. Okay, et ce phénomène-là, le médecin à l'époque, il ne le connaissait pas. Donc pour lui, physiquement, il avait fait juste un petit calcul de pression au volume. Pour lui, ce n'était pas possible. Okay, donc on ne connaissait pas ce phénomène. Et maintenant, le record avec... une gueuse, ça s'appelle une gueuse, ce système de lest où on descend et on remonte avec un parachute ou autre chose. Le record du monde est à 214 mètres. Okay, donc on a franchi plein de barrières. Alors le même qui avait réussi 214 mètres, il a essayé de faire un peu plus, mais il a remonté, il a fait un grave accident, il a fait un œdème cérébral. Et ça ne s'est pas bien passé. Donc on ne connaît pas trop les limites de la profondeur, parce que j'imagine que c'est une question que vous allez me poser après. Et ça va dépendre probablement de ce genre d'exercice. Donc vous voyez, quand on arrive au fond, toc, on gonfle un petit parachute. Ça, c'était Loïc Leferme, qui est décédé dans un accident en 2007. Un accident en s'entraînant, parce qu'il voulait battre son record. Et maintenant, globalement, il n'y a plus grand monde qui fait ce genre de performance, parce que c'est très dangereux.
il n'y a plus de compétition depuis très longtemps. Okay, après les compétitions, après la période de Mayol, Mallorca, ça dure encore quelques temps. Et puis finalement, on a interdit les compétitions avec poids. Maintenant, c'est que des compétitions où il faut utiliser son propre corps, soit à la palme, soit sans palme. Donc moi, j'ai fait des petits tests sur les apnées. Ce qui m'intéressait, je devais le faire avec Loïc, mais ça ne s'est pas fait pour la raison que je vous ai évoquée. Donc finalement, je les ai fait avec d'autres champions. Là, je crois qu'il y a de la musique. Ok, pas trop fort. Donc l'idée, c'était de tester un petit peu comment le corps s'adapte quand je descends. Donc, on a développé du matériel pour faire un électrocardiogramme complet chez cet apnéiste, qui est Andrea Zuccari, qui lui avait un record à 185 mètres. Donc moi, l'objectif, je dis, écoute, on avait parlé un petit peu des idées, lui était aussi preneur de mes idées, qu'on puisse échanger pour améliorer sa performance. Donc l'idée, c'était de faire 2 descentes, une descente tête en haut, avec l'appareil, et une descente tête en bas, et de comparer les adaptations cardio. Donc là, vous voyez l'air qu'il met dans la bouche. On voit bien, là, il est tête en haut, donc il est assis sur la bouche. Et de l'autre côté, il est tête en bas, en plus, il a un masque, il compense son masque. Et l'idée, c'était de faire 2 descentes à 100 mètres. Okay. Là, il n'y a pas de montage, enfin, s'il y a le montage, vous voyez un petit peu, quand on descend, ça s'accélère, on va couler de plus en plus. Et il faut compenser, donc lui il compense son pince-nez. De l'autre côté, vous voyez qu'il tient son nez, parce qu'il va compenser comme ça en pinçant. Ça va assez vite, vous voyez la déformation sur le Et il garde les yeux fermés, il est complètement relâché. Et Andrea était un expert de l'équilibration des oreilles. Il avait développé plein de techniques. Il enseignait, il partageait cette passion. Dans le monde entier. Là, par exemple, ça reste toujours quelque chose, souvent, mais on n'est pas obligé de descendre à 100 mètres. Il n'y a personne au fond. L'apnéiste est montée, vous voyez, au câble. Il y a des apnéistes de sécurité. Alors là, il y en avait un qui était profond, qui descendait avec son corps sous-marin à 50 mètres. Il y avait 2 autres apnéistes qui descendaient vers 30 mètres, plus un staff en surface, plus un système de contre-poids pour remonter le câble. Voilà, et ça s'est bien passé. On le laisse remonter. Alors, j'ai pas trouvé de gros problèmes cardiaques, on va dire, pendant la descente, quelques petits troubles du rythme après l'apnée, mais rien de très grave, en fait, on va dire. Ce qui prouve que quand il y a une bonne adaptation, le cœur résiste assez bien, dans une certaine mesure, bon, à cette profondeur, sans faire d'effort. Le corps humain résiste assez bien au niveau du cœur. Le cœur s'adapte bien et bien sûr, il faut être entraîné. Ce qui va poser plutôt problème, ce sont les poumons et toutes les cavités, en fait. Il faut compenser, c'est très difficile, ça demande du temps pour équilibrer profond, mais le système pulmonaire, des fois, il va se comprimer. Il va se comprimer à la descente. Et quand il va se comprimer à la descente, les différences de pression entre les petits capillaires pulmonaires qui sont autour des alvéoles sont telles qu'une partie du plasma du sang peut passer dans les poumons. Okay, voire parfois les alvéoles implosent. Okay, et ça crée ce qu'on appelle un œdème pulmonaire. Okay, donc là, c'est un accident qui est grave, bien sûr, mais qui peut être apprivoisé. On peut se passer d'œdème, on n'est pas obligé de faire un œdème dès qu'on descend. Ça veut dire qu'il faut aller progressivement quand on descend. D'accord ? Travailler sur le relâchement, travailler sur la technique et travailler sur sa compensation. Parce que quand on compense, on va en plus comprimer la cage thoracique si on compense mal, si on n'est pas juste sur le haut. Et donc, on risque d'augmenter les problèmes liés à l'œdème pulmonaire. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne fait pas à chaque descente un œdème pulmonaire. On arrive quand même à descendre, à faire des virages. Donc là, c'est une photo de Guillaume. C'est Julie qui avait pris la photo. Quand on arrive au fond, on touche
le fond, alors je vous montre une petite vidéo, comme ça vous aurez conscience de ce qui se passe. Au fond, les compétiteurs sont filmés. Il y a une caméra pour contrôler, parce qu'il y a toutes des règles. Je ne peux pas toucher le câble comme ci, comme ça, dans une certaine zone. Vous voyez, il y a une petite boule. En fait, c'est souvent une balle de tennis qui est fixée ou un autre système. Et l'apnéiste descend à la panne et va venir attraper un petit tag qui doit remonter à la surface pour prouver sur le moment qu'il est bien descendu au fond. Bon, généralement, maintenant, on a un système de caméra qui suit l'apnéiste. Donc là, c'est juste une vidéo pour montrer que des fois, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Des fois, le câble peut parfois s'en mêler. Là, il était à 80 mètres de fond, à la pale. Le câble s'en mêle. On a toujours un double système avec un scratch, en fait. On peut lâcher le câble, notre longe, et remonter. Bon, lui, il n'est rien arrivé, mais on voyait un petit peu comment ça se passe quand on tourne. Après, bien sûr, il faut remonter. Et là, il y a plein de choses qui peuvent se passer, parce que imaginez, si on descend à 100 mètres, on va couler à partir de 20 mètres, ça veut dire qu'on va couler pendant 80 mètres. Okay, on coule pendant 80 mètres, et après, donc on est complètement relâché, un peu endormi quelque part, on est dans son corps, on est concentré sur sa compensation, et puis d'un seul coup, il faut se réveiller un peu, attraper le tag au fond et palmer, parce qu'on ne va pas remonter tout seul. Okay, et à ce moment-là, il va falloir rester bien conscient et se focaliser sur sa technique de nage, être conscient qu'à la sortie, il y a aussi un petit protocole pour prouver que je suis bien conscient à faire. Et il peut arriver parfois que je narcose quand je remonte. Mais quand je remonte, moi, ce que j'ai mesuré chez certains apnéistes, c'est que, vous voyez en bas, il y a un petit tracé, c'est la fréquence cardiaque. Je vais expliquer un petit peu plus. Vous voyez qu'elle descend. Okay, et quand je fais mon virage, la fréquence cardiaque, elle augmente quasiment pas. Okay, ça, c'était mesuré chez plein de champions à haut niveau, sur un championnat du monde aux Bahamas. Et pendant la remontée, la fréquence cardiaque, elle augmente pas. Alors que l'apnéiste, il palme. Et normalement, quand je fais un effort, ma fréquence cardiaque augmente. Donc ça vous montre que le diving réflexe reste très puissant pendant une bonne partie de la remontée. Okay, il est très très fort. Et c'est ça qui va nous permettre encore d'être économe, proche de la surface. Et là, vous voyez que d'un seul coup, ça réaugmente. En fait, ça réaugmente, j'ai retrouvé ça à peu près chez tout le monde, vers la zone des 20 mètres. C'est variable, mais c'est ces zones-là qu'on retrouve. Donc vers 20 mètres, au bout d'un moment, le diving réflexe, en quelque sorte, il n'en peut plus. Et il est probablement levé et la fréquence cardiaque se remet à augmenter. Et il arrive parfois que quand on remonte, et aussi, à la descente, qu'on ait une sensation on peut avoir des hallucinations, on peut être complètement perdu, on peut être dans un petit nuage, on peut avoir une sensation qu'on appelle la narcose. La narcose en bouteille, vous connaissez peut-être, elle est due à l'azote sur le cerveau. Donc quand on descend, la pression partielle d'azote augmente et ça perturbe les neurotransmissions et donc on peut être un peu comme un état d'ébriété. Et c'est comme l'alcool, il y en a qui ont l'alcool bon, l'alcool mauvais, on va dire. Donc il y en a qui sont euphoriques et d'autres qui sont plutôt taciturnes et d'autres qui ont simplement des hallucinations, voire des pertes de mémoire. Okay, on ne sait plus trop où on est et on ne sait plus ce qui se passe. Donc ça peut être assez dangereux. Et en bouteille, il suffit de remonter. Comme ça, la pression partielle d'azote diminue. Mais en apnée, ce n'est pas du tout la même chose. En apnée, on ne connaît pas trop le mécanisme. Enfin, moi, j'ai plusieurs hypothèses. Mais en apnée, ce qui se passe, c'est que ça arrive au fond et c'est permanent pendant toute la remontée. C'est-à-dire pendant toute la remontée, il y a plein de champions qui le décrivent. Et puis moi aussi, je l'ai ressenti. Mais c'est une constante. C'est variable, on ne sait pas trop pourquoi, des fois on l'a, des fois on ne l'a pas. Mais c'est persistant pendant toute la remontée et parfois même jusqu'à la sortie. Il y a des apnéistes sur des championnats qui font leur signe, leur protocole, et puis après qu'ils nous regardent, ils nous disent « Est-ce que j'ai bien fait le protocole ?» Je dis « Oui, tu t'en souviens pas ?» « Non, je m'en souviens pas. » Bon, ils sont aussi en manque d'oxygène. Donc il y a un petit peu tout qui est relié. Et en fait, ce mécanisme de narcose, il a été mis en image par Julie. Vous aurez une petite vidéo après de Julie et Guillaume qui faisaient des films. Et eux, ils avaient mis en image, tu
mettre un petit peu plus de son, voilà, pas trop. Ils avaient mis en image les hallucinations de Guillaume. Et lui, à l'époque, avec Julie, bon, maintenant ils sont plus ensemble, mais il voyait un mariage, il la voyait enceinte, il voyait plein de choses. Donc ils avaient scénarisé un petit peu ces hallucinations et ces sensations qu'il écoutait qu'il recevait pendant la route. Donc là, c'est juste le teaser de Marco. Vous pouvez le retrouver, ils sont en ligne, tous ces films sur Internet. Ils durent un peu Voilà, allez voir le film, hein, c'est un court-métrage bien sûr. Je vous encourage à le voir parce que ça permet de voir un petit peu aussi ce que ressentent d'un point de vue dire mental, et puis c'est présenté, scénarisé, c'est assez artistique comme d'habitude. Alors moi je travaille sur les adaptations du corps humain dans ces conditions extrêmes, et ce qui m'intéresse aussi en tant qu'apnéiste et entraîneur, c'est de prévenir les accidents, et notamment les pertes de connaissances en apnée. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on perd connaissance en apnée. Donc, il faut essayer d'expliquer les mécanismes, essayer de les prévenir, et aussi essayer de dire, sur le long terme, est-ce que c'est dangereux finalement de faire de l'apnée? Est-ce que c'est dangereux de faire des syncopes? Est-ce que je ne vais pas finir complètement zinzin, en fait, quelque part, au bout d'un moment? Oui ou non, quoi, hein, quels sont les risques? Okay, donc ça, c'était une des dernières compétitions de Guillaume, où sur cette compétition-là, il devait descendre à 129 mètres, et les organisateurs se sont trompés sur la distance, ils ont mis 139 mètres. C'est un peu comme si vous passiez du Mont Blanc à l'Himalaya en une fraction de seconde. Donc il est descendu à 139. Bon, il a douté un moment, vous avez vu, il s'est redressé pour aller en bas, mais bien sûr, il n'était pas prêt quelque part. Il était déjà perturbé à la descente, donc à la remontée, c'était sûr que ça allait être difficile. Et donc, il va faire une grosse syncope, c'est-à-dire qu'il va perdre connaissance pendant la remontée. Vous avez vu comment il palme, et puis petit à petit, son palmage, il va être déstructuré, il n'est plus face au câble, il ne se comporte plus de la même manière que d'habitude. Et donc là, les apnéistes, s'ils le touchent, il est disqualifié. Mais s'il a un problème, ils sont là pour intervenir. Okay, donc il remonte. Voilà. Et la particularité de l'apnée, c'est que quand on fait une syncope, on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire, je ne peux pas dire ah, la syncope, c'est bientôt là, donc je m'arrête. Non, ce n'est pas possible. Puis de toute façon, quand on est en profondeur, il faut bien remonter. Okay, mais en piscine, on ne peut pas s'apercevoir. Du moins, il n'y a pas de signe fiable, prédictif. Autrement, ce serait trop facile, malheureusement. Donc, il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, c'est juste un petit schéma sur les accidents, puisque malheureusement, il n'y a pas que les compétiteurs. Tout le monde peut aller en mer, okay, se baigner. Et vous avez vu, cet été, il y a eu plein de noyades. Plein de décès. Si vous regardez en haut à gauche, snorkeling, ça veut dire c'est la balade. C'est là où il y a le plus de décès, en fait. Okay, pourquoi? Parce que plein de gens achètent un masque, ou un masque qui englobe tout le visage, là, qui est assez compliqué pour apprendre. Ils boivent la tasse, en fait, souvent en surface. Il y a une vague qui arrive, ils paniquent, ils boivent une deuxième tasse et ils se noient. Okay, ou alors il y a du courant, ils ne savent pas gérer, on ne les a pas formés. Sans faire d'apnée. Okay, donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller dans l'eau et faire de la balade. C'est juste que c'est bien de se former avant d'utiliser du matériel et pas oublier que nous, on est des mammifères terrestres, malgré tout. Après, il y a spearfishing, c'est la chasse sous-marine. Collecting, c'est les gens qui vont collecter des coquillages, et dont c'est le métier. Sur la planète, ça arrive, il y a plein d'endroits où c'est possible. Et puis après, il y a l'apnée.
Donc, il y a quand même des accidents et il y a plein d'adaptations physiologiques, en fait, pour expliquer ce qui se passe. Alors, pourquoi je perds connaissance ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait du sang qui remontait au cerveau. Okay, si vous faites une apnée, là, comme vous avez fait, de 30 secondes, vous allez avoir une augmentation de débit sanguin cérébral, c'est-à-dire la quantité de sang qui va remonter dans le cerveau, de l'ordre de 50%. Mais si je suis un apnéiste de haut niveau, je vais avoir un meilleur débit, ça peut augmenter jusqu'à 200%. Okay, donc mon cerveau est lui aussi protégé. Mais comme je reste plus longtemps sous l'eau, puisque je suis un champion par exemple, ou je suis très entraîné, au bout d'un moment, je ne vais plus avoir assez d'oxygène. Et mon cerveau va se déconnecter et vous allez perdre connaissance. Et si vous n'êtes pas encadré, si vous êtes dans l'eau, vous vous noyez tout simplement. Donc ça, c'est des effets court terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets à long terme. Qu'est-ce qui se passe sur le cerveau ? Alors, il y a Guillaume qui avait été en Belgique pour faire des tests. Bon, sur son cerveau, il n'a pas d'anomalie, donc tout va bien pour lui. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir qu'au niveau cérébral, il avait une activité cérébrale qui se rapprochait de ce qu'on appelle des méditants, des gens qui font 10 000, 20 000 heures, 30 000 heures de méditation. Il avait quasiment la même activité cérébrale quand il se mettait en apnée. D'accord ? Donc ça prouve bien que quand on se met en apnée, on se met dans un état, ça dépend probablement des apnéistes, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, mais on se met dans un état de concentration qui est proche de la méditation. Okay, et de la méditation qui peut être la méditation en mouvement, bien sûr. Nous, on a fait des petits tests. On est en train de mener une étude sur Paris avec le CEA pour voir si, sur la grande échelle, sur plein d'apnéistes, avec un suivi, quelles sont les adaptations. Donc, c'est une étude qui est en cours actuellement. Mais préalablement à ça, on avait fait des petits tests pour tester la mémoire des apnéistes. Et on s'était aperçu... Ça va, je suis dans les temps ? Oui ? D'accord. Juste ? OK. On s'était aperçu que les apnéistes, eux, ils avaient tous des troubles de la mémoire, les apnéistes de haut niveau. Okay, donc ça a été le point de départ de plein de recherches pour déterminer si c'était lié à leur entraînement, visiblement un petit peu, s'il y avait des conséquences à long terme. Tout ça, on ne le sait pas encore, mais c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Après, d'un point de vue psychologique, il y a peu d'études sur la psychologie des apnéistes, mais globalement, on sait que l'apnée, ça apporte des sensations positives, okay, qui vont nous permettre de résister en fait, au stress. Mais ces adaptations psychologiques, elles sont similaires à ce qu'on va retrouver dans les sportifs de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau, ils ont une psychologie particulière, ils sont résistants au stress, à la tension, plus ou moins, bien sûr, et c'est ça qui va leur permettre de performer. Voilà, je suis un peu hors délai, donc je vais finir. Non, je peux avancer encore ? D'accord. Tout ça pour vous dire que quand on fait de l'apnée, il y a plein de règles de sécurité qu'il faut appliquer. Juste montrer une apnée en profondeur, c'est ma dernière diapo, mais je vais avancer. J'avais prévu plein de diapos, mais j'ai avancé. J'ai prévu trop de choses probablement. J'étais un peu ambitieux. Donc ça, c'est juste pour vous montrer rapidement les conditions sécurité. Juste pour vous montrer une apnée en temps réel, ce que c'est. Donc ça, c'est une apnée à 130 mètres qui est réalisée par Alexei Molchanov. Il avait eu ce record-là et là, maintenant, il est à 136 mètres. Okay, il a fait cet été. Ça, c'est aux Bahamas, à Long Island, où vous avez un trou bleu, une dépression géologique qui descend à 200 mètres. Et quand vous êtes au bord, vous avez le pied, puis d'un seul coup, ça tombe. C'est pas forcément très très bleu, ça peut être un petit peu sombre, un petit peu glauque même, parfois. Et maintenant, on a une caméra. On a un système de caméra avec un drone qui suit avec le long d'un autre câble et qui peut suivre l'apnéiste en temps réel. Donc le carré, c'est pour éviter que les gens soient trop près. C'est une zone dite de compétition. Vous avez autour, vous voyez, avec les casquettes des juges. Celui qui descend, là, c'est un caméraman. Mais autrement, vous avez des apnéistes de sécurité en blanc qui vont faire la sécurité de l'apnéiste. Donc vous voyez, là, il fait la carpe, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui gonfle ses poumons. Okay.
Il va descendre au pince-nez, il n'a pas de lunettes, il est longé, vous voyez à son poignet droit, il y a une longe qui est reliée au câble. Et c'est parti. Et bon, c'est parti pour un petit moment. Et lui, il va descendre à 130 mètres. Donc au début, il palme beaucoup, mais alors là, c'est un record du monde à 130 mètres en temps réel. Hein. Vous pouvez essayer de retenir votre respiration, s'il vous plaît. Et vous voyez qu'à la fin, là, il commence à couler. Bon, comme il descend à 130 mètres, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, donc il va palmer un peu de temps en temps. Mais la majorité des alpinistes ne font pas ça parce que c'est le seul à descendre à ces profondeurs. Vous voyez peut-être pas, il a les joues un peu gonflées, là, il va gérer cette air qu'il a ici et il va l'emmener jusqu'au fond. Vous voyez que ça devient sombre, hein, rapidement. Alors c'est pas quelqu'un qui descend avec lui, hein, c'est un drone. Alors les profondeurs sont annoncées avant, la veille. Ce qui fait que sur une compétition, on ne sait pas ce que vont annoncer les autres. Donc il y a un petit aspect tactique. Il ne faut pas forcément annoncer le max de sa vie, il faut peut-être annoncer suffisamment, mais pour être sur le podium, par exemple. Bon, lui, il a annoncé le record du monde. Il est toujours en apnée, hein, vous aussi? Non? Oui, alors c'est un système avec un autre câble et un tube avec plein de caméras qui permet de filmer, c'est retransmis en direct. On peut même suivre la compétition sur le canapé, chez soi. Donc il touche le fond, il prend le petit tag et là il va falloir qu'il palme, qu'il remonte. Okay, vous avez vu, il a mis presque un peu plus de 2 minutes pour toucher, arriver au fond. Et là maintenant il faut qu'il remonte. Vous voyez qu'il faut palmer, hein. Et je vous ai dit, sur cette situation-là, moi je les mesure jusqu'à 80 mètres de profondeur, la fréquence cardiaque reste basse, malgré l'effort qui est réalisé. Okay, ce qui montre que le diving réflexe, surtout chez les experts, il est vraiment très puissant. Là on est à 3 minutes. Là, vous voyez, il y a le premier alpiniste de sécurité qui était plus profond, qui descend vers 40, 45. Après, il y en a probablement 2 autres, un vers 30, et probablement un troisième qui va arriver. Donc, au fur et à mesure qu'on remonte, on ralentit en général parce qu'on se met à flotter aussi de plus en plus. Donc, il faut se relâcher, il faut se concentrer, et à la sortie, il faut enlever le pince-nez, faire un signe et dire « I'm OK », c'est-à-dire « je vais bien ». Et tout ça en moins de 15 secondes. The Russian breaks the surface. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation et puis surtout le film de fin, je crois, qui est quand même assez